Hello les chefs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les différents gélifiants. Je suis donc présent avec Alf la menace. Du coup, on va vous présenter différents gélifiants, mais avant ça, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne pour regarder un petit peu ce qu'on vous propose et ce qui reste à venir. C'est parti. Donc, comme l'a dit précédemment Anto, nous allons voir ensemble les gélifiants. Il est très important de maîtriser un minimum les gélifiants parce qu'il y a beaucoup de particularités. Par exemple, pour un entremets basique, vous pouvez utiliser un insert, mais à base de plusieurs gélifiants. Une règle que l'on donne à chaque fois, c'est les gélifiants ne se remplacent pas. Il est important de bien comprendre que quand vous partez sur une recette avec un gélifiant, on ne peut pas repartir sur la même recette avec un gélifiant différent. Il faut savoir réadapter les gélifiants. Exactement. Donc du coup, on appelle déjà un gélifiant toute substance en fait qui va permettre d'apporter une texture de gel. Ça paraît évident. Mais aussi, les gélifiants sont des additifs qui n'apportent ni goût ni odeur. D'accord ? Il en existe donc plusieurs, comme Alf vous l'a dit. Et en dehors du fait de leur incorporation qui diffère, il y a aussi le fait qu'ils vont apporter une texture différente. Alors là, clairement aussi, vous nous voyez regarder notre fiche. C'est normal. On s'est fait des petites notes histoire de rien oublier. Et donc là, on va pouvoir vous détailler un peu plus les différents gélifiants auxquels vous allez être confrontés. Nous allons commencer par la gélatine. Donc c'est la plus connue, soyons honnêtes, et c'est celle qu'on trouve le plus facilement. La gélatine, c'est un gélifiant d'origine animale. Donc on va retrouver la gélatine porcine, qui est également la plus connue et la plus commercialisée aujourd'hui. C'est celle qu'on retrouve également en grande surface. Nous allons retrouver la gélatine donc aussi à base de bœuf, donc bovine, et la gélatine à base de poisson. D'accord ? Tous ces gélifiants-là fonctionnent plus ou moins de la même façon. C'est la forme qui va changer. Nous allons retrouver sous forme de feuilles ou sous forme de poudre. D'accord. En termes de quantité, cela va dépendre du bloom. Donc, ce qu'on appelle, c'est la puissance de gélification. C'est ça qui va déterminer la quantité que vous allez mettre dans votre recette. En général, en pâtisserie, on va utiliser une gélatine 200 bloom, aussi appelée gélatine or. Après, si vous avez des gélatines qui sont du 150 ou du coup de la gélatine argent, donc avec des blooms moindres, il faudra effectuer un calcul pour retrouver le bon dosage à effectuer. Exactement, il y a toujours des recherches à faire. Donc même, vous voyez, même sur une gélatine, il y a plusieurs variantes et plusieurs recherches à faire pour avoir la bonne puissance de gélification. Et en termes d'utilisation, la gélatine, il suffit de la réhydrater avant. Donc quand c'est une feuille, il y a juste à la mettre dans un grand bac d'eau froide. Et du coup, bah là, elle aura juste à s'hydrater toute seule. Pour de la gélatine poudre, par contre, il convient de peser en fait votre poids d'eau et votre poids de gélatine, évidemment. En général, on est sur du 6 fois le poids de gélatine en eau. On mélange un petit peu pour être sûr que tout hydrate bien. Et dans les deux cas, l'hydratation, il faut que ce soit dans de l'eau froide. Et de préférence que tout ça soit remis au froid pour que l'hydratation de la gélatine, elle se fasse bien. Raison pour laquelle, pour de la gélatine feuille, je préconise souvent de mettre carrément des glaçons dans votre bac d'eau pour vraiment avoir une eau bien froide. Parce que lorsque vous allez essorer votre gélatine, bah vous allez avoir le moins d'eau dans votre gélatine, ce qui va aussi permettre de ne pas modifier votre recette. Alors, autre petite différence, mais ça vous le verrez après avec les autres, c'est que la gélatine, du coup, on va l'incorporer dans un liquide chaud, mais on essaye au maximum de ne pas la faire bouillir ou de ne pas la mettre dans quelque chose de trop chaud, enfin de bouillant justement, parce que sinon on va diminuer son pouvoir gélifiant. Et ensuite, c'est au froid que du coup la gélification va se produire à partir de 20 degrés et en dessous. Exactement. Et dernier petit point, du coup la gélatine elle permet plutôt une bonne, elle a plutôt une bonne conservation à la congélation. Bon, dernier petit point, ouais, et du coup elle est thermoréversible. Oui, elle est thermoréversible et ça également. C'est important pour le coup. Thermoréversible, ce qui veut dire qu'en fait on peut la réchauffer à nouveau. En fait, et du coup la faire refondre. À l'inverse, quelque chose qui n'est pas thermoréversible, vous pouvez le réchauffer, en fait ça restera un bloc de gelée. On va passer maintenant sur l'agar-agar. L'agar-agar, c'est un gélifiant végétal qui provient d'algues rouges du coup. Et du coup, vous pouvez le trouver sous différentes formes. La plus commune, c'est sous forme de poudre. Après, vous pouvez aussi parfois le trouver sous forme de fibre. De toute façon, dans les deux cas, on considère que l'agar-agar il est plus puissant que la gélatine. En général 8 fois. Raison pour laquelle on en met beaucoup moins que de la gélatine. Mais ça aura également un impact sur la texture. On aura quelque chose de beaucoup plus cassant, de beaucoup plus ferme que la gélatine. Raison une fois de plus pour laquelle on en met beaucoup moins. Donc quand vous utilisez de l'agar-agar, il faut vraiment faire attention aux proportions et le plus souvent on utilise des micro-balances. C'est ça. Parce qu'on est sur des grammages très sensibles et très faibles par rapport à une gélatine normale. Donc là, à la différence de la gélatine, l'agar-agar ça s'hydrate pas par contre. C'est-à-dire qu'on va le mélanger de préférence avec une autre poudre, principalement du sucre. Du sucre en général. C'est ce qu'on va le faire. Et ensuite, on va pouvoir le mettre dans un liquide froid ou tiède. Et ensuite, pour l'activer, il faut dépasser les 85 degrés. C'est pour ça qu'en général,
on va porter à ébullition. Donc ça va activer l'agar-agar. Et après, la gélification elle va se produire en dessous les 40 degrés lors du refroidissement. Exactement. Donc là, on est sur une différence par rapport à la gélatine qu'on a vu précédemment, où sur la gélatine, on va pas forcément porter à ébullition parce qu'on ne recherche pas une longue cuisson. Là, l'agar-agar, on va justement prolonger la cuisson pour bien permettre à l'agar-agar de s'activer. Et comme le disait Anto, en dessous de 40 degrés, ça va commencer à prendre. Et c'est là où vous allez observer que selon la quantité d'agar-agar, la texture de votre insert, en tout cas de votre préparation, peut changer. On peut être sur quelque chose de dur, mais on peut être sur quelque chose de très cassant. Et là, vous allez voir, on verra ça tout à l'heure, ce que ça peut donner. Dernier petit point aussi, enfin avant-dernier. Déjà, l'agar-agar, ça va être quelque chose de thermoréversible, c'est-à-dire que comme la gélatine, vous pouvez le réchauffer, ça va le faire refondre. La petite différence quand même avec la gélatine, c'est que l'agar-agar, même s'il refond, il a tendance à rester un peu plus épais que son état de base, une fois que vous l'aurez réchauffé. Et donc le dernier petit point que je vous avais promis du coup, c'est que du coup l'agar-agar et les préparations qu'il contiennent supportent un peu moins bien la congélation et ont peut-être plus tendance à rendre de l'eau ou avoir leur texture altérée. Exactement, donc vraiment faire attention quand on utilise l'agar-agar. L'agar-agar ne s'utilise pas pour tout et partout. On l'utilise très souvent pour des coulis. Très souvent on l'utilise pour des coulis parce qu'on recherche une texture un peu plus ferme que la gélatine, d'accord? Mais pareil, vous le verrez tout à l'heure avec les textures, vous comprendrez bien mieux. Nous allons donc passer au prochain gélifiant. Nous allons donc passer à la pectine NH, qui est aussi un autre gélifiant, cette fois-ci qui est obtenu à partir de peaux et de pépins de certains fruits. Donc, il est également thermo-réversible, donc on peut le chauffer, le réchauffer, etc. Il n'y a pas vraiment de problème avec la pectine. Et il faut savoir que la pectine, comme l'agar-agar, s'active après ébullition. Donc c'est pour ça que quand nous préparons par exemple un confit avec de la pectine, nous allons prolonger la cuisson pour que la pectine puisse vraiment tout de suite prendre. Et à la cuisson, on observe tout de suite, par contre, à l'inverse de l'agar-agar, on sent tout de suite que ça épaissit et que ça commence à se densifier. On voit tout de suite l'action de la pectine dans notre préparation. Autre chose, excusez-moi. Autre chose, toujours à propos de la pectine, il est important alors de la mélanger pareil comme l'agar-agar avec du sucre, mais alors vraiment bien la mélanger avec le sucre parce que l'agar-agar, la pectine, si elle est mal mélangée, elle vous laissera automatiquement des grumeaux lors de son incorporation. Et cette incorporation se fait dans un liquide, en tout cas dans une préparation tiède. D'accord, tiède tendance chaude, pas à froid, ce qui va également aider la dissolution de la pectine dans votre préparation. Et dernier petit point, du coup, la pectine est aussi thermoréversible. Enfin, la pectine NH est thermoréversible. Je l'avais dit, mais c'est bien de le redire. Voilà, grosso modo, pour la pectine. On va passer sur une autre pectine, la pectine 325 NH95. Un nom qui fait peur, mais une pectine qui s'utilise quand même. Du coup, c'est aussi un gélifiant qui va provenir des fruits. Donc là, il s'agit d'une pectine qui va être non thermoréversible. Donc là, vous pourrez la réchauffer, ça servira à rien, d'accord? Donc ne le faites pas. Ensuite, donc cette pectine, il faut aussi savoir qu'elle va réagir et qu'elle va réagir mieux et avoir son pouvoir augmenté en présence d'ion calcium ou dans un milieu acide. Donc ajoutez toujours un petit peu de jus de citron, par exemple. Ça va favoriser son action. Et donc, pour incorporer cette pectine 325 NH95, comme les autres gélifiants végétaux, il convient de la pré-mélanger d'abord avec une poudre, encore une fois, en général du sucre, histoire de la casser un peu et d'éviter d'avoir des grumeaux lors de l'incorporation dans un liquide de préférence tiède. Et ensuite, on la porte à ébullition pour l'activer. Autre gélifiant, la pectine X58. Donc, ça a fait beaucoup de pectine, on sait, mais c'est un autre gélifiant également. Celle-ci est sensiblement pareille que la pectine 325, sauf que celle-ci est thermoréversible et que son action est favorisée par un milieu acide ou encore avec du calcium. Donc, c'est vraiment avec du lait ou vraiment avec une forte acidité que nous allons beaucoup utiliser cette pectine. Sinon, pour le reste, nous sommes à peu près pareil que la pectine 325. On va pas vous faire toutes les pectines, mais il en existe d'autres. Il existe la pectine Rapid 7, qu'on va principalement utiliser soit pour des sorbets ou des confitures. Celle-là, elle est pas thermoréversible, je vais y arriver, donc vous pouvez pas la réchauffer. Et du coup, elle va apporter une texture assez souple, mais un petit peu peu cassante. Ouais. Je vais y arriver. Et il existe aussi d'autres pectines, comme la pectine jaune par exemple,
qu'on va utiliser principalement pour les pâtes de fruits ou d'autres confiseries un peu du même style, qui du coup va apporter une texture beaucoup plus ferme et moins fondante. Mais pareil, elle n'est pas thermoréversible. Nous allons voir maintenant notre dernier gélifiant qui va être la capa. Alors la capa provient d'algues, donc c'est une algue. C'est un gélifiant thermoréversible, donc pareil, ça on l'a dit déjà plusieurs fois, mais c'est quelque chose que vous pouvez réchauffer sans problème. C'est une préparation qui reste quand même fragile après la congélation. Donc elle peut être utilisée pour la congélation, mais une fois qu'elle va revenir à température, elle va être fragilisée. Donc il faut quand même faire attention. Elle s'utilise comme les autres gélifiants, c'est-à-dire qu'il est préférable de la mélanger à un produit sec avec des poudres pour pouvoir ensuite actionner son pouvoir gélifiant. Donc du coup, il faut savoir que la capa réagit bien avec les protéines du lait, mais après elle peut s'utiliser avec d'autres liquides et elle va permettre d'apporter du coup une texture ferme, enfin des gels assez fermes, mais quand même qui gardent une petite souplesse et qui permettent quand même d'être flexibles. Donc en fait, ça fait un peu un entre-deux, mais ça vous permet quand même. En général, on va l'utiliser pour des sphérifications en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir quelque chose de liquide mais congelé, donc du coup dur. Vous allez tremper dedans et ça va faire une couche de gelée imperméable que vous allez du coup après à la dégustation percer et qui va pouvoir laisser échapper le liquide. Donc quand même quelque chose qui garde une bonne tenue. Après, il faut aussi savoir que c'est aussi un gélifiant qui résiste quand même à des températures plus importantes que les autres. C'est-à-dire que les préparations qui la contiennent peuvent résister à des températures allant jusqu'à 65 degrés, ce qui permet quand même d'avoir des gelées, des crèmes ou des mousses chaudes, c'est-à-dire donc jusqu'à 65 degrés, ce qui n'est pas possible avec les autres gélifiants qui vont se liquéfier en fait à cette température, ou alors tu n'auras pas d'intérêt d'être dessus. Donc là, on va vous montrer, on a fait des petits tests. En vrai, on a pris le même dosage de gélifiant pour toutes ces préparations avec le même dosage de liquide. Donc j'ai pris 100 g d'eau pour toute cette partie-là, avec 5 g de sucre, 2 g de gélifiant. Et du coup, après une ébullition d'1 minute des liquides, j'obtiens cette gelée après refroidissement. Ici, c'est la même chose, sauf que les liquides est composé à 50% d'eau et 50% de jus de citron pour voir aussi l'influence de l'acidité sur la gélification. Exactement, on vous a beaucoup parlé d'acidité, de taux d'acidité sur les gélifiants parce que ça a un réel impact, c'est ce qu'on va découvrir là, mais vous allez voir que ça a un réel impact, le citron et l'apport citrique dans notre préparation. Ce qui va aussi vous aider quand vous allez réaliser vos inserts ou vos confits ou autres, vous allez rencontrer des produits comme l'ananas, le kiwi ou encore le fruit de la passion qui contiennent un taux d'acidité très élevé et il va falloir bien entendu utiliser le bon gélifiant pour le bon produit. C'est parti. Alors ici, nous allons commencer avec la gélatine. Donc ici, nous sommes, rappelons-nous, que sur de l'eau. D'accord? Donc on a fait une pesée normale et si je bouge un petit peu, hop, on a quelque chose d'assez tremblotant et qui tient quand même. D'accord? Je vais quand même plonger ma cuillère pour que vous puissiez voir. Hop. Donc vous voyez, hein, là on a une texture, on est sur type pudding pour donner une image à tout le monde. On a sur une texture type pudding, hein, quelque chose de flottant, mais quand même de ferme et qui tient. Ici on a la pectine donc X58. Donc vous voyez, on est sur quelque chose de beaucoup plus souple. Ça tient toujours, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus tremblotant et de beaucoup plus souple. Donc là, quand je mets ma cuillère, on est sur quelque chose d'encore plus tremblant. Vous voyez, on est sur une belle goutte d'eau prise, entre guillemets. On a quand même quelque chose qui tient. Nous allons passer à la capa. Ici, nous avons donc la capa. Là, vous voyez, tout de suite, je mets ma cuillère. C'est plus béton. C'est plus béton. Donc là, on a quelque chose qui a bien pris. Donc vous voyez maintenant la différence entre la gélatine qui était tremblotant, mais assez ferme. Là, on est sur quelque chose de tremblotant, beaucoup plus souple. Et là, on arrive à la capa où tout de suite, on a quelque chose de beaucoup plus dur. D'accord? Et si je prends, hop, voilà, on est même sur quelque chose de cassant. Néanmoins, ce qui est intéressant avec la capa, je ne sais pas si vous allez réussir à le voir, je vais le prendre à la main, excusez-moi, juste pour que vous puissiez voir. On est quelque chose sur quand même de très brillant. D'accord? On a quand même une belle brillance. Et ça, c'est important parce que, comme l'expliquait tout à l'heure Anto, quand vous allez avoir votre petite sphère de mousse ou autre et que vous allez tremper dans la capa, vous allez quand même garder une belle brillance sur votre produit. Ici, nous avons la pectine 325 NH95. Donc, en texture, on est sur quelque chose de très souple. On est, comme l'a expliqué tout à l'heure aussi Anto, on est sur quelque chose très similaire à la pectine X58. Donc, on va retrouver à peu près la même texture. Sauf que là, on est même sur quelque chose de beaucoup plus liquide. D'accord? Donc là, on a le gélifiant qui a quand même agi
mais vous le voyez, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus liquide. Ouais, limite élastique, hein, Limite, ouais, limite élastique, exactement. Donc c'est quand même gélifié, mais nous sommes sur quelque chose de beaucoup plus coulant. Et nous allons finir avec donc l'agar-agar, ici, où là, on est plus proche de la kappa, d'accord, mais on est sur quelque chose donc, de plus cassant. Là, j'ai vraiment quelque chose de très cassant en texture. Et plus terne aussi. Et plus terne, exactement. À la différence de la kappa qui était donc plus brillant, là, j'ai quelque chose de beaucoup plus terne. Donc voilà pour nos gélifiants à base d'eau. Nous allons maintenant passer à nos gélifiants qui ont agi dans cette fois-ci moitié eau, moitié citron. C'est reparti par exemple avec la gélatine. Rappelons-nous de la texture de la gélatine tout à l'heure. Là, c'est encore plus tremblotant. C'est encore plus tremblotant. Et en texture, on est sur quelque chose de beaucoup moins ferme. On le voit, hein, beaucoup moins ferme que tout à l'heure. Donc là, on a eu l'action du citron qui a joué aussi un rôle et qui a modifié donc la texture de notre gélatine. Et donc diminue un petit peu son pouvoir gélifiant. Exactement. Donc ça a cassé, ça a réduit. Donc ne vous étonnez pas à la maison si vous partez sur une purée de fruits normale, par exemple framboise, même si elle contient quand même de l'acidité, et que vous ayez un résultat, et que derrière, si vous utilisez une purée à base de fruits de la passion, vous n'ayez pas le même résultat. C'est tout à fait normal. L'acidité vient aussi impacter votre gélifiant. Là, c'est agar. Ici, nous avons donc l'agar-agar. Donc l'agar-agar, là, je suis sur quelque chose de beaucoup moins cassant. Tout à l'heure, vous rappelez-vous, quand je tapais, j'arrivais pas à percer ma préparation. Là, ma cuillère, elle rentre. D'accord? Et quand je ramasse, je suis sur quelque chose de beaucoup moins cassant, mais j'ai une texture assez dense. Je reste quand même sur quelque chose d'assez dense. Petite parenthèse par rapport à l'agar-agar justement, en restauration, ou même en pâtisserie d'ailleurs, en pâtisserie, quand nous avons cette texture-là, nous allons donc la mixer, ce qui va nous donner ce qu'on appelle un coulis gel. Donc ce qui donne justement cet effet gel à notre préparation. Voilà pour l'agar-agar. Donc on voit ici aussi que le citron a donné une autre texture. Passons à la kappa. Donc là, pareil, tout à l'heure, rappelez-vous, je ne pouvais pas planter ma cuillère dans mon verre. Là, c'est faisable. Donc j'ai quelque chose de beaucoup plus, enfin de moins cassant du moins, mais j'ai quand même cette texture assez ferme et dense encore. D'accord? On est sur quelque chose d'assez dense. Et j'ai perdu même un peu de brillance. Ouais. Je ne sais pas si là, si on voit à l'écran, mais j'ai également perdu un peu de brillance. D'accord? Donc la surface va rester brillante, comme à peu près tous les gélifiants. La surface restera brillante parce que c'est la pellicule qui va se créer lors du refroidissement. Mais à l'intérieur, j'ai quand même quelque chose de beaucoup plus terne que tout à l'heure. Donc là, on peut voir qu'en fait, l'action du jus de citron, ça a diminué les pouvoirs des gélifiants, mais que ça n'a pas modifié fondamentalement en fait la texture du produit. Exactement. On reste quand même sur quelque chose d'assez souple et tremblotant pour de la gélatine. On reste sur quelque chose d'un petit peu moins cassant. Mais quand même, on sent exactement. l'esprit, on est là, et de quelque chose de beaucoup plus dense quand même et ferme sur la kappa. Exactement. Donc on est sur 3 textures plus malléables, si vous préférez, que les précédents tests. Excusez-moi. Nous allons passer maintenant aux pectines. Donc ici, nous avons donc la pectine 325. Et là, première chose, on observe déjà que c'est moins tremblotant que tout à l'heure. Et là, on a donc l'effet inverse. Autant ici, sur les gélatines kappa et agar-agar, on a quelque chose de moins dense. Mais là, la pectine, avec le citron, elle réagit différemment et justement, elle durcit. C'est pour ça qu'on a quelque chose de beaucoup moins tremblotant. Et même en texture, si je prends, hop, on se rapproche plus de l'agar-agar que de cet aspect coulant qu'on avait précédemment. Et on va finir donc avec la pectine X58 et on observe tout de suite, même en bougeant, qu'on a exactement la même chose. Donc vous comprendrez que la pectine avec le citron vient densifier, si vous voulez, vient fixer la pectine et on a un résultat qui est différent. Donc là, pareil, quand je prends, on a une autre texture qui se rapproche plus de la gélatine que de la pectine que nous avions avant. Donc en fait, ce test, que ce soit dans un milieu juste neutre avec de l'eau ou un mélange d'eau et de jus de citron, ça vous permet en fait déjà de voir qu'en fonction du milieu acide ou neutre justement, ou du dosage, après parce qu'à vous encore de jouer avec toute cette palette de quantité, va vous permettre d'obtenir des textures totalement différentes de l'un ou l'autre. Bien sûr, là il suffit juste par exemple si on prend celle-là de rajouter un peu plus de poudre si vous voulez, pour avoir le même résultat qu'avec de l'eau, excepté avec les pectines où là on a l'effet inverse. Donc vous voyez, il y a beaucoup de subtilité et c'est pour ça qu'il est très important de bien se renseigner et de bien lire à chaque fois, que ce soit les modes d'emploi, mais aussi
les utilisations avant d'utiliser votre produit. Parce qu'à la maison ou même en entreprise, on peut vite se faire avoir quand on ne maîtrise pas les gélifiants. Et bien entendu, excusez-moi, dernière chose, bien entendu, ça a un impact gustatif. Attention, quand vous utilisez un gélifiant, en bouche, on peut ressentir des choses différentes que juste visuelles. Donc des fois, on va faire notre préparation, visuellement, ça donne quelque chose. Et une fois qu'on le met en bouche, on a encore une autre texture. Donc je vous invite à essayer ça à la maison et de goûter à chaque fois chaque texture pour que vous puissiez vous rendre compte de l'effet de chaque gélifiant. Sur ce, j'espère que cette vidéo sur les gélifiants vous a plu et vous a appris quelques trucs. N'hésitez pas à nous le marquer en commentaire et on se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. On vous dit au revoir. À la prochaine!